Sur le chemin du retour, on s'était juré un truc simple, pas de off-road. C'est moi qui suis tombé. Et voilà. Voilà la fatigue, putain. On voulait rentrer proprement, boucler ces 42 000 km sans jouer les héros. Pas envie de chute, pas envie de finir à l'hôpital pour une connerie. On voulait juste rentrer. Et pourtant, regarde-nous, au milieu de nulle part, à pousser des motos de 200 kg dans la boue comme si on avait oublié la leçon. Franchement, je pourrais te sortir la phrase toute faite, il y a ce qu'on planifie et il y a la réalité. Mais la vérité est plus simple que ça. On n'a jamais vraiment su rentrer doucement, on avance. Parce que rentrer, c'est aussi accepter que ça se termine. Et peut-être qu'au fond, on n'était pas si pressé. Ça y est, après plusieurs mois sur la route, nous voilà, Mathilde et moi, à la frontière entre la Turquie et la Grèce, à 2 coups de tampon de rentrer en Europe. Ce passage de frontière est presque déconcertant de simplicité. Un regard, un tampon, une barrière qui se lève. Et pourtant, il est lourd de sens. Ce voyage, on l'avait appelé la Grande Boucle, et quand tu regardes la carte, tu comprends pourquoi. On est parti de France direction le Moyen-Orient, attiré par cette hospitalité dont tout le monde parle, avec l'Iran et le Pakistan comme ligne d'horizon. Puis l'Inde, le Rajasthan, la claque culturelle, le bruit, le mouvement permanent. On a traversé le Népal avant d'entrer en Chine par le Tibet, avec des cols à plus de 5000 mètres. Ensuite, la Mongolie, ces steppes infinies puis un détour par le lac Baïkal, pour finalement rentrer à travers l'immensité russe. Des kilomètres à perte de vue, longs, silencieux, avant de redescendre par la Géorgie et de refermer doucement la boucle. Quand tu prends un peu de recul, ça dessine un cercle, presque irréel. Et là, devant ce douanier qui nous ouvre les portes de l'Europe, on comprend que ce rêve un peu fou est en train de se refermer doucement. Et je vais pas te mentir, ce moment-là me met un peu mal à l'aise. Pas parce que ça se termine, pas parce qu'on rentre, mais parce que j'aimerais réussir à te partager un dernier truc que je comprends moi-même à peine. Depuis des mois, je roule, je filme, je parle, je te raconte. Mais comment on explique ce qui a bougé à l'intérieur ? Comment tu mets des mots sur quelque chose qui s'est fait en silence, entre 2 stations-service, entre 2 galères, entre 2 éclats de rire ? Je ne veux pas te donner de leçons, je suis personne pour ça. Je suis pas devenu plus sage, je suis pas plus fort. Mais j'aimerais sincèrement te transmettre cette partie invisible du voyage. Alors on va rentrer, kilomètre après kilomètre, et la philosophie elle viendra entre 2 pleins, peut-être même sans qu'on s'en rende compte. De toute façon, pour nous ramener à la légèreté de la vie, il y a toujours Mathilde. Ramenez la moto à la maison, allez, 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 ramenez la moto à la maison, allez, 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 allez. Ah ouais, c'est bon. Il fallait juste montrer son passeport. Ouais. Genre le monsieur l'a regardé, il a dit hop. Il a même pas mis de tampon en fait. Bah non, tu rentres chez toi. Ouais. Allons enfants de la patrie, ce jour de gloire est arrivé. Craquage total. Nanana de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Nanana. Non, on va finir là-dessus. Une fois la frontière passée et le spectacle terminé, on fera un stop à Thessalonique, chez un spécialiste moto pour changer nos pneus avant. Faut dire que nos petits Michelin Naki Wild, qu'on a fait monter à Delhi sur la route de l'Allée, avec leurs 17 000 km au compteur, ont clairement mérité leur retraite. Et finalement, ce choix de monter des pneus neufs va avoir une conséquence assez simple. On va pouvoir profiter pleinement du triptyque grec. Soleil, belle route et culture. Direction les météores. Hello. Innika?
Deep. Oh, boy. Gulaça. English. You speak English. English. Oh, por puesto. Au point. C'est la magie du voyage, tu parles pas la même langue, mais t'as quand même envie de discuter. Météore. Meteora. Météora. Oh, Yes. por quê? No, it's good. No, I have inside. Yes. Tiexo. É o que é? XT. Ah, XT. Yamaha. Yamaha. XT. X. 600. 6. Xinda. Ah, great. Yamaha. Blé. É, pior. Ela. Teneré. Ténéré. Posso ir? Xinda. 7. 7. Eu como Mion Yes. Saranda. Saranda. Inek. X. Xinda. É, dá. Pô. Polime, uma criada. Que casa. Alors voilà, on s'arrêtait pour que je te montre l'église et la place du village parce que c'est très beau. Et voilà, le monsieur très sympa, j'ai pas tout compris, je crois qu'il a une XT. Et putain, elle est stylée là, la vieille Niva là. Bye. Ils sont gentils les Grecs. On n'a pas rencontré de gens méchants. Moi je parle pas grec hein, mais quand je vois ce qu'il me dit et que je regarde le ciel, et voilà ça commence d'ailleurs. En gros je vais me prendre la saucée quoi. En fait je parle le grec un peu. Il dit que j'allais me faire, j'allais subir la colère des dieux. Je te fais la traduction parce que bon je suis bilingue grec. J'ai mon maillot de bain là. Peut-être si je mets mon maillot de bain qui est encore mouillé de ce matin là. On rigole, mais ça ne m'étonnerait pas qu'en passant à proximité du mont Olympe, je me sois fait punir par les dieux grecs pour blasphème. On enfile donc les combinaisons de pluie et on poursuit notre route à travers une Grèce vallonnée, que je ne connais pas. Mais rapidement, les averses s'éloignent, et en arrivant en météore en fin de journée, le soleil refait son apparition. C'est joli hein. Petit village au pied des montagnes là. Ce soir, on a trouvé un petit camping dans la ville, au pied des formations rocheuses. Hello. Le gérant regarde ma plaque pour voir d'où l'on vient, France. mais depuis la Mongolie, elle est cassée, et franchement, illisible. Yes, it's broken. It's not broken. No radar, you know. So find a spot on the right side down from the pool, right down from, and after bring an ID here because now you are. Yes. The toilets and the showers is there, Okay. and electricity you need everywhere. Okay. Go, Ah, build go. your tent. Les Grecs, de manière générale, je les trouve plutôt détendus. Je sais pas si c'est le soleil ou juste leur façon d'être, mais ça finit par se diffuser en moi. Cette arrivée en fin de journée dans un petit camping familial, c'est exactement ce qu'il nous fallait. On cherche un emplacement, on tourne un peu et on se dit que là, ça peut être pas mal. Puis, on coupe le moteur. Y a plus rien à décider. Nous voilà enfin posés. Ça te va? La journée s'arrête là, sans effort. Et pour une fois, ça me va très bien. Trop marrant, il y a une meuf qui était en train de faire des squats au bord de la piscine. Le lendemain matin, on prend la CB500X pour aller visiter les sites dissimulés aux alentours. Bon bah voilà, on est arrivé, on est au fameux météore. Donc en fait c'est des monastères du 14e siècle, assez authentiques, assez atypiques et surtout très bien conservés et restaurés entre guillemets. Donc c'est ça qui fait aussi leur particularité et on va aller voir ça. Donc tu accèdes par des escaliers directement taillés dans la roche et c'est vrai que ça a un petit côté très atypique et aussi un peu vertigineux. C'est sportif, hein. On va peut-être pas faire les 6, hein. Quand on arrive au météore, la première réaction c'est simplement de lever la tête. Ces piliers de roche sortent de la vallée comme si quelqu'un les avait plantés là. Parce que pendant des siècles, ces monastères étaient quasiment inaccessibles. Pas d'escalier, pas de route. Les moines montaient là-haut dans des filets tirés à la corde ou dans des grandes nacelles en bois, un peu comme un ascenseur mais version médiévale. Ils se sont construits une véritable communauté suspendue dans le vide. À une époque, il y avait plus de 20 monastères accrochés à ces sommets.
Aujourd'hui, il en reste 6 en activité. Quand tu marches dans les cours, tu sens que c'est pas juste un lieu ancien, c'est un lieu qui a vécu et qui vit encore. Des murs de pierre épais, des fresques un peu passées qui racontent des histoires vieilles de plusieurs siècles. Et puis cette architecture byzantine, des briques rouges, des arches simples, des coupoles modestes qui semblent presque sorties de la roche. Rien n'est vraiment monumental ici, rien n'essaye de t'impressionner, tout a l'air construit avec une autre idée en tête, durer, traverser le temps et rester humble au milieu de la montagne. Viens, on va prendre la moto pour aller en voir un autre. Le danger, c'est pas de monter en haut des monastères, c'est d'aller de monastère en monastère assis derrière Mathilde. Mais gros con. Je peux monter? Ouais, mais attends, mon couple il est pas bien coincé, faut que tu coinces. Mais je vais mourir sinon. On va mourir. Après 42 000 km à conduire, je découvre que le truc le plus dangereux de tout le voyage, ce n'était ni l'Inde, ni le Pakistan, ni même les pistes mongoles. Non, c'est ce moment précis où, dans un excès de confiance absolue, j'ai accepté de monter derrière la déesse grecque des chutes à l'arrêt. Encore une fois, pour accéder au complexe perché sur la montagne, il faut gravir les marches taillées dans la roche. Ici, la vie des moines est restée étonnamment simple. Ils cultivent des petits jardins, entretiennent les bâtiments et vivent au rythme des offices. Quand tu te promènes dans les allées, tu croises des visiteurs, mais aussi des moines qui passent tranquillement. Comme si tout ça était parfaitement normal. Et quelque part, ça l'est. Parce que pour eux, ces falaises ne sont pas un décor spectaculaire, c'est simplement leur maison. Et en regardant ces monastères accrochés dans le ciel, je me dis qu'il fallait quand même une sacrée dose de foi, ou peut-être simplement une énorme envie de tranquillité pour décider de vivre là-haut. Quoi qu'il en soit, en Grèce, il n'y a pas que la foi qui est solide, il y a aussi les assiettes. Et là, bizarrement, je suis beaucoup plus pratiquant. Et où on peut reprendre des forces avec une salade de tomates, concombres, oignons, des trucs qui pour nous... Et du pain l'ami, du pain. Bon, c'est pas le pain de la boulangerie parisienne du 11e en bas de chez moi, hein. Mais en tout cas les légumes ils font du bien et ils ont quand même vachement de goût. Et je kiffe. Mais là je vais te dire, on va se faire un repas de dieu grec. Là on a commandé la bête entière. Tu vas voir ce qui va arriver. Waouh. Bap. Ouais, oui, sorry. Ok, Alisto. Alors ? Bah ouais, trop bien. Et en fait, c'est stylé parce que t'en es allé dans l'espèce d'arrière-cuisine où il y a toutes les brochettes qui sont en train de cuire. Et il nous a dit, alors là, il y a ça. Et on a juste à choisir. Et après, bim, ça arrive comme ça. C'est pas stylé la vie? Je crois que c'est ça la vie de dieu grec en fait. Manger et être heureux. Allez, on se remet en route. Alors c'est une région. Il y a vachement de motards. C'est dingue. D'un gouche. Vraiment, il y a beaucoup de motards là. Des Grecs, des Macédoines, Italiens, on a vu Bulgares, beaucoup de Bulgares. Et en tout cas, toujours bien équipés. Ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Bon, en tout cas, ça aura été très beau. C'est très beau cette région. Et ce qu'on a visité là-haut, là, je sais pas si on voit encore un peu, ouais. Dans toute cette formation rocheuse là, on a visité les monastères hier. C'était très beau. Oh, petit rétro. Eh, regarde, on les voit dans le rétro là. Prendre la route. Et j'ai sûr qu'on a des belles petites routes parce que là, moi, mes pneus ils sont rodés. Le pilote, il a envie d'y aller. Et voilà, ça fait longtemps que j'ai pas roulé en mode un peu arsouille. Et c'est pour ça qu'il y a autant de motards. Voilà.
incroyable quand même là où on est, cette petite région là, avec ces petites routes perdues dans les montagnes. Pouah, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. En plus, Mathilde, elle est dans le bon mood là, elle déhanche bien, des belles trajectoires, et hop hop hop, le petit virage, et après 35 000 bornes là, c'est une pilote sur route hein. Ah, on pilote pas sur route, on conduit, mais on conduit bien là la petite hein. Ouais, c'est dingue parce qu'il y a 30 bornes, on était au cœur de la montagne. 500, 600, jusqu'à 800 mètres d'altitude. Et tu te disais pas, il y a 30 bornes, que dans 30 km on allait voir la mer. Et là, on est au bord de l'eau. Franchement, la côte Huliade, elle a l'air d'être vraiment canon. Ouais. Mathilde, elle a raison. La mer, ça fait son petit effet. On se pose vite fait, on regarde l'horizon, on respire, on prend le soleil. Puis on enchaîne. La tente qui se monte, les maillots qu'on enfile. Et on finit par sortir la pièce maîtresse du voyage. Celle qu'on traîne depuis des kilomètres comme un luxe complètement inutile. Mais bon, aujourd'hui, elle justifie enfin son existence. Ça, c'est la Méditerranée qu'on aime. Elle est trop bonne, quoi. Genre là, mec, mais tu plonges comme as dans l'eau, quoi. Le lendemain matin, on quittera la Grèce pour entrer en Albanie. Quelques kilomètres après la frontière, on se retrouve, probablement, sur l'un des ferries les plus simples d'Europe. Le Boutrinté Ferry. C'est une plateforme métallique, un câble tendu d'une rive à l'autre et un moteur qui tire tout ça doucement au-dessus de l'eau. Rien de spectaculaire, la traversée est courte et pourtant, le charme est là. Je dois l'admettre, la simplicité de ce moment secoue un peu le petit humain que je suis. Parce que quand la barge se détache de la rive, l'esprit commence à vagabonder. Je regarde l'eau glisser sous la plateforme et je pense à la route derrière moi. Et là, un truc me traverse, brut, presque ridicule. Je me dis merde quand même, je suis allé à l'autre bout du continent en moto. Alors oui, d'autres l'ont fait, d'autres le feront, je ne suis pas un héros. Mais on ne revient pas d'un truc pareil comme si de rien n'était. C'est impossible. Plus on se rapproche de la maison, et plus ce qui me frappe, c'est cette gratitude immense. Dans un périple comme celui-là, tu as beau être motivé, volontaire, déterminé, ça ne suffit pas. Si tu veux aller voir le monde avec un grand M, il faut déjà que lui accepte de t'ouvrir. Un voyage comme ça tient à peu de choses. Un papier refusé, une frontière qui ferme, un moteur qui lâche, un contexte géopolitique qui déraille. Il y a 1000 raisons pour que tout s'arrête. Alors oui, il faut donner. Donner du temps, donner de la patience, du courage et ses peurs qu'on avale sans trop en parler. Juste pour avoir le droit de frapper à la porte du monde. Et ensuite, eh bien ce n'est plus toi qui décides, c'est lui. Et cette fois, il nous a laissé passer. Ce voyage m'a changé. Pas en mieux, pas en plus fort, juste autrement. On ne traverse pas des pays, des montagnes et des mois d'inconfort sans que quelque chose se déplace à l'intérieur. Ce que ça m'a appris au fond, ce n'est pas la performance, c'est l'humilité. Comprendre que t'es minuscule et que malgré ça, le monde m'a laissé le traverser. Tiens, et si on prenait le temps de l'observer, ce monde ? Regardez, Mathilde, elle va poser sa moto là, faire selfie avec les doigts comme ça, comme les japonais là, les chinois. Oh là 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 là. Eh bah, ouais, il est dans la boîte, ouais. Ouais, il est dans la boîte, lui. Ouais. J'allais dire, t'allais poser la moto pour faire la belle photo. Bah, tu l'as posée, hein. Oh là là. Mathilde, elle a une capacité à te ramener au réel, c'est incroyable. On va croire que c'est écrit tout ça. On dira qu'on vient de partir là, qu'on était en fait en Turquie, c'est l'aller, tu vois, je suis pas encore à l'aise. Ah ok, oui, d'accord. Okay. C'est la Turquie. Ouais, tu découvres la machine quoi. L'équilibre, tout ça. Bon bah voilà, on est au bord de la mer, là on a suivi la route et on est arrivé dans
vers Palermo, je crois que ça s'appelle. Alors c'est marrant parce que t'as une petite église, un petit resto de pêcheurs où c'est cool, à côté du port, on mange. T'es au bord de la mer avec les rochers blancs, transparents, bruit des vagues et tout, c'est très très joli. Et c'est un côté un peu urbex, tu sais, il y a plein de trucs abandonnés là, cette caravane colorée, il y a des bâtiments qui sont des anciens bâtiments militaires. D'ailleurs, juste sur la route, on est passé, il y avait une ancienne base militaire qu'on a vue d'en haut. Et il y a même un tunnel qui était utilisé par la Navy, ça fait vraiment film de James Bond. D'ailleurs, je crois qu'il y a un James Bond qui a été tourné dedans. Donc non, écoute, l'Albanie, la route est magnifique, les bitumes sont magnifiques. Mais c'est vrai que là où on est, en tout cas, tous ces petits bâtiments un peu abandonnés et ces installations militaires, ça fait très urbex, quoi. On se pose un peu, on mange un bout histoire de reprendre des forces. Mais si j'avais su ce qui nous attendait cet après-midi, j'aurais clairement mangé plus. Et c'est vrai qu'ici, tu laisses traverser les dindons et les poules. Regarde le dindon. Et tu promènes ta vache. Voilà, c'est ça la vie en Albanie. En Albanie, il y a des routes avec du bitume et puis il y a les autres. Celles qu'on ne t'indique pas vraiment. Celles qui s'éloignent doucement de tout sans prévenir. Ah, on s'est perdu. C'est pas là ? Bah non, faut prendre le chemin de terre. T'as pas confiance, tu fais pas confiance au GPS là. On est déjà perdu. Allez, demi-tour. Dans ces coins de campagne, tu peux tomber sur des pistes incroyables. Vraiment. On en a pas mal parlé avec Mathilde. On s'est même longtemps posé la question. Parce qu'au fond, on est un peu partagé. Tiraillé entre deux envies qui ne vont pas toujours ensemble. D'un côté, l'aventure. Le hors-piste, l'envie d'aller voir ce qu'il y a hors des sentiers battus. Et de l'autre, la réalité. Bientôt 40 000 km dans les cale-pieds. La fatigue qui s'installe sans faire de bruit, le relâchement du retour qui approche et cette petite voix qui te dit « ça serait quand même con de se faire mal maintenant ». Mais qu'importe, la route elle ne te demande pas ton avis. Et si la reine du GPS a décidé qu'il fallait aller par là, eh bien allons-y. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Ouais, j'ai des références musicales. Hein. Nothing to discuss, I get the remedy for this stress, yeah. Double cups ain't shy, see this night I choose to forget my trouble. Cette piste elle commence bien, mais plus on avance, plus le décor change. La campagne albanaise s'ouvre devant nous et la trace s'enfonce et monte à travers les collines. Doucement au début. Il y a seulement quelques pierres, quelques flaques d'eau et la moto chargée qui gigote. Mine de rien, sur le moment tu t'en rends pas compte, mais cette fatigue sournoise, elle s'accumule. Et surtout il y a cette lumière, le soleil qui descend, lentement. Trop lentement pour s'alarmer, mais assez pour que ça reste dans un coin de la tête. Pour l'instant ça va, la piste reste facile, mais on le sait tous les deux sans vraiment se le dire. Si on doit faire demi-tour ici, ça va être une autre histoire. Alors on continue, les kilomètres passent sans vraiment qu'on les compte, mais en même temps on les compte quand même. 10, 20, 30. Le problème c'est qu'on ne sait même pas ce qu'on a en face de nous. Aucune idée de la longueur de cette piste, aucune certitude sur ce qu'il y a au bout. Alors, t'avances avec cette hésitation qui te trotte dans la tête, presque malgré toi. Je continue ou je fais demi-tour ? Aucune idée, on va rester positif. On traverse quelques villages posés là au milieu des collines. Mais moi, ça ne me rassure pas vraiment. Je ressens une légère tension, parce que plus on avance, et moins on sait où on est. Albanais chasseur avec le fusil. Ah, l'ambiance. Putain, c'est beau. Wow, 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 wow. Doucement, Mathilde, doucement. C'est à partir de ce moment-là que tout bascule. Ici, la piste commence à descendre fort. Et plus ça plonge, plus ça se dégrade.
La pluie a rendu le sol meuble, des grosses ornières se sont formées. Et comme si ça ne suffisait pas, les intersections se multiplient. Là, d'un coup, la descente devant nous, on ne la sent pas, mais alors pas du tout. On s'arrête, on met pied à terre, on va voir avant de s'engager. On croise une dame, tranquille avec son âne. Alors, je tente ma chance pour demander notre chemin. Beat. This or this? This? No, tu. Apa? Kau? Dia? Ok. Ok. Tiru. Ok. No. Berat. Ok. Anushkana. Pura se. Ok. Tu veux que j'aille devant? T'es prête? Bon, je vais être honnête, j'ai pas compris grand chose, mais il y a un truc qui est clair. En bas, il y a encore une bifurcation. Un chemin passe, l'autre est impraticable. Le problème, c'est que j'ai pas tout compris. Et encore une fois, j'ai aucune idée de quel côté est le bon. À droite, à gauche, je sais pas. Pas trop ça. Là, ça devient plus technique, plus glissant. J'aime pas trop là, le terrain. C'est un peu meuble. Faut pas que ça devienne trop de la boue. Hein. Ah, ça commence à jardiner. Eh ouais. Allez Mathilde, tu vas y arriver. Vas-y. Ouais, bien. Belle gosse. C'est moi qui suis tombé. Et voilà. Voilà la fatigue, putain. Ça fait plus de 3 heures qu'on est sur cette piste. Les bras sont lourds, la lucidité à l'image du soleil commence à baisser. Et comme si ça ne suffisait pas, Osman ne nous sert plus à grand chose perdu dans la campagne albanaise. Il est incapable de nous lire la trace correctement. Je sais pas si on n'est pas en train de faire une bêtise. Bah, à maman, elle a dit aller à gauche, pas à droite. On relève les motos et on fait demi-tour. On se dit qu'on n'a pas pris la bonne route. Le problème, c'est qu'il y a des intersections tous les 100 mètres ici. Tomber, ce n'est pas ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est toutes ces intersections qui ne figurent pas sur le GPS. Ma crainte, c'est de m'engager dans une pente trop boueuse, trop raide, et de me retrouver incapable de la remonter si ça mène nulle part. À chaque intersection, c'est le même film. On ralentit, on regarde, on hésite, et on choisit un peu au feeling. La lumière tombe encore, le soleil disparaît derrière les collines, et on ne sait pas où est la route. On ne sait même plus vraiment quelle piste pourrait nous y emmener. On est au milieu de rien, fatigué, un peu tendu et totalement perdu. Mais c'est exactement à ce moment-là, quand on commence à sérieusement douter, que le monde décide de nous filer un coup de main. La bonne étoile du voyageur, pas un truc magique, juste le bon timing. La bonne personne au bon moment qui débarque tranquillement sur une vieille mobilette. Il rentre chez lui et s'arrête pour nous aider. Yes. Ah. Oh merci. Jeppy. Ah. Yes. No, it's okay. No. Cette rencontre, ces noix, elles font un bien fou au moral. Ah, on se fait aider par un Albanais super sympa qui est venu nous aider quand on était dans la boue là. C'est vrai que lui avec sa petite mobilette il s'en sort à nous. Il est super sympa et m'a donné des noix. Oh là 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 là, ce paysage. Putain, là je t'avoue que je fatigue. Hein. Ah, ça fait je sais pas combien de fois qu'on relève les motos.
Je commence à être un peu cuit. Wow. Ah, asphalte. Du goudron, on est sauvé. Pas encore, mais presque. Putain. On a été au bout de notre vie et tu vois, le monde il fait bien les choses. Le monde a mis ce monsieur sur notre chemin. Si tu peux l'éviter, évite-la. Po. Là c'est chaud. Vas-y, t'es bien là. Elle a du courage. Heureusement que ce monsieur est là pour nous guider, parce que cette fin de piste de nuit, elle nous poussera vraiment dans nos derniers retranchements. Oh, un lit de rivière, putain. Oh, l'enfer. L'enfer. Mets-toi debout, Mathilde. Oh là là. Là, ça grimpe. Allez, gaz. Ouais. Thanks so much. Asphalt, Roscovet, телефон. Сега. Asphalt. Yes. Декер asphalt. Джепи. Thanks. Asphalt. Roscovets. Mais Ok. une asphalt. Bye. Ce monsieur, franchement, on savait même pas comment le remercier tellement il nous a aidés. Grâce à lui, on retrouve enfin le bitume. La pression redescend d'un coup, rincé, exténué, mais vraiment content d'être sorti de ce bourbier. La nuit tombe rapidement sur les deux voyageurs fatigués que nous sommes, et au menu ce soir, ce sera simple, très simple. Bon bah voilà, on reprend la route. Jolie cette église. En tout cas, charmant la petite ville où on se réveille ce matin. Ah, monsieur, vous perdez de l'herbe. Ouais, en tout cas, ouais, ça m'a bien cassé la journée d'hier là et j'ai encore mal aux épaules. Putain, j'ai les épaules complètement, comment dire, en tension quoi. Waouh. Faut dire, on dort pas mal en camping là, on enchaîne les nuits par terre quoi. Ça aide pas. Alors j'ai pas le nom de ce village, c'est pas un village, c'est une ville, mais en tout cas elle est très belle. Ah si, j'ai le nom de ce petit village, c'est Bertat. Ouais, je sais plus. En tout cas c'est joli. Borne un petit fleuve là, et c'est très beau. Très beau. Charmant. On se remet en mouvement et sans trop qu'on s'en rende compte, on quitte doucement l'Albanie. On a à peine le temps de réaliser qu'on est déjà en train de passer à autre chose. Les pays, les frontières s'enchaînent sans vraiment prévenir. On traversera d'abord le Monténégro, au rythme de la route, jusqu'à venir saluer la célèbre baie de Kotor. Avec ses cités médiévales serrées contre la roche, ses îles-églises posées, là comme par erreur, et ses murailles qui grimpent à flanc de montagne, ce bout de Méditerranée fait partie du cercle fermé des plus belles baies du monde. Puis la route nous pousse encore, et on arrive en Bosnie-Herzégovine, à Mostar, une ville marquée, mais debout. Ici, l'architecture raconte tout sans parler. Les pierres sont usées, les façades portent encore des cicatrices, et au milieu, le Stari Most. Ce pont reconstruit, symbole fragile, presque trop parfait pour tout ce qu'il a traversé. C'est beau, vraiment. Et pourtant je décroche un peu. Je regarde, je me pose, mais encore une fois je me perds dans mes pensées.
comme si le décor passait au second plan et que quelque chose d'autre prenait plus de place. D'un coup, je réalise un truc simple. Finalement, sur la route, j'ai passé plus de temps à m'adapter qu'à décider. Plus on se rapproche de la maison, plus je comprends que la liberté, ce n'est pas ce que je croyais. Je pensais que c'était choisir, décider, tracer sa route droit devant. En vrai, sur ces 42 000 km, j'ai surtout appris à encaisser. Encaisser la pluie quand t'avais rêvé de soleil et encaisser le plan qui tombe à l'eau. Encaisser les jours sans énergie, les détours, les imprévus. À moto, tu ne triches pas longtemps, t'es vulnérable. Exposé au vent, aux erreurs, à la mécanique, à ce que le monde décide pour toi. Et pourtant, c'est là que je me suis senti le plus vivant. Pas quand tout se passait comme prévu, mais quand ça déraillait. Et que malgré ça, je continuais d'avancer, sans tout comprendre, sans tout maîtriser, juste en m'adaptant. À cet instant, un truc devient plus clair. La liberté, c'est pas forcément faire ce qu'on veut. C'est peut-être juste accepter ce qui est là, même quand ça t'agace, même quand ça te ralentit. Et continuer d'avancer quand même, avec un sourire, un peu fatigué mais sincère. Tiens, en parlant de liberté, on arrive en Autriche et je viens de me faire arrêter. On vient de se faire arrêter aussi par des flics autrichiens parce que ma plaque, ma plaque elle est en plastique, elle est plus conforme, donc contrôle des papiers, passeport, nanana. Ils ont été très gentils, très gentils, mais bon, le contrôle européen classique, très gentil, mais je lui ai dit, monsieur l'agent, vous savez, je l'ai cassé en Mongolie. Je lui ai montré tous les tampons dans le passeport. Il a dit, bon ok, mais dès que vous arrivez en France, vous la réparez. Voilà. Cool. Le retour, ça a un goût un peu particulier, un mélange de rigueur et de petite douceur. Tu fais contrôler à la première station où tu t'arrêtes, mais tu vois, t'es monté en gamme au niveau des stations essence et on retrouve des trucs ultra qualitatifs quoi. Le cappuccino servi dans une belle petite tasse, le bretzel, le truc, voilà. Tu vois, t'es retourné dans quelque chose de haut de gamme. Ça fait plaisir, hein. C'est un peu un retour à la civilisation là pour nous. C'est sympa. Entre deux pauses café dans des stations essence, des paysages qui défilent et une météo qui change sans prévenir, la remontée continue. Allemagne, Suisse, les kilomètres sont plus calmes, presque rangés. Je t'avais promis de t'emmener au bout de cette aventure, et là on y est presque. Encore quelques virages, et la France apparaît. Aïe, le panneau il est là. France. Eh ben, wouhou. Ah, on est à la maison. Oh la douane, ça y est. Ça, c'est officiel. On est en France. Aïe. Voir écrit des panneaux en français, ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette langue. Pour notre première nuit en France, on revient à un spot qu'on connaît déjà, celui où on s'était arrêté à l'aller. Mais si, souviens-toi, c'est chez Moru, ma sœur. L'accueil est incroyable. Au-delà du simple fait de rentrer au pays, de retrouver un endroit où poser nos sacs et une maison chaleureuse, on retrouve surtout un truc qu'on avait laissé depuis des mois, la gastronomie. Ma sœur, son compagnon et un de leurs amis nous ont régalés. Franchement, il a l'air incroyable. Crème de marron, faut pas être diabétique. Crème de marron, beurre, œuf. Ça, c'est une tuerie. Je remarque quand même que quand t'es venu la dernière fois, c'est moi qui faisais à manger et là je refais à manger. Est-ce que tu es une personne incapable de te faire à manger? C'est ce qu'on va faire, on va se péter le bide et on va faire un truc qui nous a vraiment manqué. On va faire une raclette. À ce moment-là, il n'y a plus de doute. Je sais que t'es rentré chez toi. Je vais profiter de cette raclette pour te confier un secret. Si un jour on me demande ce qui est le plus dur dans un voyage au long cours comme ça, je répondrai sans hésiter, la nourriture. Au départ, on pense qu'on va s'adapter facilement, mais au final, c'est dur de se passer de sa gastronomie natale pendant une longue période. Le fromage, la charcuterie, tout ça finit par manquer à l'autre bout du monde. Alors ce soir, ouais, c'est royal. C'est pas juste une raclette, c'est carrément un retour aux sources. Alors j'ai découvert que c'était pas du fenouil grec, mais du fenugrec. C'est une plante. Graine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette folle aventure, et j'ai encore 2 choses à te partager. L'arrivée à Paris, c'est la fin officielle, celle qui se voit, celle qui se valide. Mais je t'avais promis d'aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier tour de clé. Et ça, je vais le faire. Mais là, tout de suite, j'ai juste envie de savourer. Savourer la joie de retrouver cette ville. Parce qu'aujourd'hui, je le ressens vraiment.
Paris ne ressemble à aucune autre capitale qu'on a traversée. Je crois qu'il est là le panneau Paris. Il est là. Il est là-bas là. Sur le coin du mur. Waouh. J'en ai des frissons. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là. Incroyable. En plus, on a de la chance. Le soleil est là pour nous accueillir. Paris. Conduite est plutôt facile hein, à Paris une fois que t'as fait Delhi, je trouve. Hein. En vrai, là, on roule tranquille. Parce que tu vois, moi, ma hantise, c'est ça quoi. C'est de te planter dans les derniers mètres. Trop bien quoi. Trop bien. Paris. Mais dinguerie, dinguerie, dinguerie. Et comme quoi, faut y croire, hein. Faut y croire. Hein. Parce que c'était pas gagné, pas facile. Tout aurait pu se passer mal. Parce que oui, pour aller voir le monde, en fait, il faut que le monde accepte d'être vu. Il faut qu'il t'ouvre ses portes. Et moi, j'avoue, sur ce plan-là, moi et Mathilde, on a eu de la chance. Sincèrement. Le monde, il a accepté de nous ouvrir ses portes. Et on a pu aller le voir. Et ça, c'était cool. Aïe 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 aïe, putain, j'ai vu tellement de choses. Même ça, j'ai du mal à... C'est magnifique quand même comme ville. Hein. Ah ça, par contre, quand t'as vu le monde et que tu reviens là... Pas le monde, une partie du monde, hein, on va pas dire... Mais tu vois des trucs comme ça, des immeubles, des... Mais c'est dingue, quoi. C'est dingue. Tu prends une claque, ouais. Un petit village, je te dis, un petit village. Capitale en forme de petit village. Et là, devant la Tour Eiffel, ce qui pour moi symbolise un peu la France et Paris, pour t'annoncer dans le premier épisode qu'on partait, bah là c'est le dernier, donc je me retrouve au même endroit et je t'annonce qu'on est rentré. Bah ouais, parce que ce voyage, je l'avais intitulé La Grande Boucle, et pour moi, bah la boucle est bouclée. S'il y a qu'un truc que je peux te partager, c'est vas-y, t'es pas obligé d'aller jusqu'en Inde ou voir les foot chinois, je m'en fous, mais va voir le monde, n'aie pas peur du voisin, franchement, c'est le seul message que j'ai envie de transmettre, même si ça fait peur, très peur. Et même dans le voyage, il y a des fois, ça fera encore plus peur. Mais vas-y, fonce, tu le regretteras pas. On est arrivé à Paris, c'est symbolique, ça remue, ça nous laisse le temps de souffler un peu, de boire un café et de retrouver Charles, un ami d'enfance de Mathilde. Ces retrouvailles autour d'un cappuccino, c'est une surprise pour la reine du GPS. Mais la vraie surprise, c'est que Charles va faire la route avec nous jusqu'au bout. Et oui, le bout de cette aventure, il approche. Ce voyage avait commencé par un au revoir, et là, doucement, il nous ramène vers ce qu'on aime. Mais avant ça, il reste un dernier morceau de route, une centaine de kilomètres à travers la campagne française. Rien d'héroïque, rien d'épique, juste le dernier trait sur la carte. Et ce dernier trait, ça me secoue, parce que dans ma tête, en boucle, il n'y a qu'une phrase qui se répète. On l'a fait. Ah, 5. Quand on a enfin retrouvé nos familles, je me suis rendu compte que ce voyage, lui, ne se terminait pas ici. Il s'est juste
déposés en nous. On n'a pas ramené de trophées, juste des histoires, des galères et 2 motos qui sentent encore la poussière du monde. Ce jour-là, sans vraiment s'en rendre compte, on est devenu plus vivant. Entre 2 embrassades, je ne savais plus trop où commençait la route et où finissait la maison. Mais j'ai senti que tout ça, nos amis, les motos, ce voyage, ça appartenait simplement au même monde.